le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le grand journal. Joël François Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Reprise des livraisons de gaz russe par Nord Stream 1. Berlin reste sceptique. Le gazoduc en travaux de maintenance devrait fonctionner à nouveau ce jeudi. Voici un reportage à signer Euronews. Nord Stream 1 en maintenance depuis 10 jours. Jusque-là, rien d'anormal puisque ces travaux ont lieu tous les étés. Mais le contexte politique sur fond de guerre en Ukraine inquiète l'Allemagne dépendante du gaz russe. Berlin craint en effet que Moscou ne profite de ces travaux de maintenance pour repousser la reprise du gazoduc, voire couper définitivement le robinet en guise de pression politique. De son côté, Vladimir Poutine assure que les livraisons reprendront normalement. Gazprom remplit ses obligations, les a toujours remplies et va continuer à le faire. Le gouvernement allemand reste sceptique. Le volume d'approvisionnement par la Russie a déjà été réduit de 60% ces dernières semaines. Ce que nous avons vu par le passé, c'est que des raisons techniques sont avancées, mais c'est en fait un choix politique. Puisque cela s'est produit une fois, cela peut bien se reproduire. Nord Stream 1 part de la ville russe de Vyborg, près de la frontière avec la Finlande, et traverse la mer Baltique jusqu'à Lubmin, dans le nord-est de l'Allemagne. Plus de 167 millions de mètres cubes de gaz peuvent transiter par le gazoduc chaque jour. Mais Vladimir Poutine l'a annoncé, si la Russie ne récupère pas la turbine envoyée au Canada pour maintenance, elle ne pourra en livrer que 33 millions par jour. Au Proche-Orient, le secrétaire général du groupe chiite libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé mardi soir de déclencher une guerre si Israël ne permettait pas au Liban d'exercer ses droits sur les ressources gazières. Voici un reportage à signer I24 News. C'est une menace proférée ce mardi soir lors de la réunion annuelle précédant la Choura, un événement religieux musulman. Le secrétaire général du Hezbollah a clairement menacé Israël quant à l'exploitation des champs gaziers au large de la Méditerranée. Il n'y aura pas de production de pétrole dans toute l'entité israélienne tant que le Liban ne bénéficiera pas de ses droits. Il est possible qu'Israël cède sans l'action du Hezbollah, mais s'il agit, les choses dégénéreront en guerre. Des menaces qui interviennent quelques heures après le survol de ces champs gaziers en Méditerranée par Yair Lapid. Dans un communiqué, le Premier ministre israélien semble tendre la main au Liban. Les réserves naturelles d'Israël pourraient contribuer à une solution à la crise énergétique mondiale. Le Liban pourrait bénéficier du développement de ces réserves dans ses eaux économiques par le biais de négociations qui devraient être conclues immédiatement. Mais selon Jérusalem, Beyrouth doit impérativement se détacher du Hezbollah. Les activités du Hezbollah mettent en danger le Liban, ses citoyens et leur bien-être. La menace du Hezbollah est inacceptable et pourrait conduire toute la région à une escalade inutile, au moment où le Liban a une réelle opportunité de développer ses ressources énergétiques. Depuis 2020, le Liban et Israël tentent de négocier la délimitation de leurs frontières maritimes. Des négociations suspendues par un conflit autour de ces champs gaziers près des frontières israélo-libanaises et par l'envoi récurrent de drones dans la région par le Hezbollah. Le dernier en date a été abattu ce lundi par l'armée israélienne. Au Soudan, l'ancienne coalition au pouvoir a annoncé la formation de fronts contre les violences tribales qui ont fait des dizaines de morts dans le pays. Voici un reportage à signer Africa News. L'ancienne coalition au pouvoir au Soudan, les forces de la liberté et du changement, ont annoncé qu'elles allaient former un large front contre les affrontements tribaux qui ont fait des dizaines de morts et de blessés dans le pays. L'un de ses dirigeants, Ayman Nimir, a annoncé la tenue de manifestations le 24 juillet à Khartoum et dans d'autres villes autour du slogan « Une seule patrie, le Soudan » pour protester contre les violences entre les tribus. Les heurts dans l'état du Nil bleu ont fait officiellement 79 morts et 199 blessés.
des violences qui ont entraîné le déplacement de 17 000 personnes selon l'ONU. Lundi, c'est un conflit autour de l'accès aux terres agricoles qui a conduit à des affrontements entre des membres des ethnies Haoussa et Barti. Si le calme y est désormais revenu, la violence a gagné plusieurs autres États, notamment celui de Kassala, où lundi des milliers de Haoussa ont incendié des bâtiments publics. Les violences, tribales et insurrectionnelles, connaissent un regain depuis le putsch du général Abdel Fattah al-Burhan qui a créé un vide sécuritaire. Direction la Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda et président du Parlement dissous, a été convoqué le 19 juillet à Tunis par le pôle antiterroriste dans le cadre de l'affaire de l'association Naama Toumès. Écoutons les comptes rendus du reporter de RT en Tunisie. Journalistes et forces de l'ordre d'un côté, militants d'Ennahda de l'autre. Une agitation inhabituelle anime depuis ce matin les abords du pôle judiciaire antiterroriste de Tunis. Une journée d'audition exceptionnelle pour celui qui était quasiment intouchable ces 11 dernières années. Escorté par un important dispositif de sécurité, Rached Ghannouchi est arrivé dans la matinée de ce mardi, accompagné de ses nombreux avocats et escorté par une centaine de sympathisants du mouvement. Poursuivi pour blanchiment d'argent et financement d'activités terroristes dans l'affaire de l'association Naama Toumès, le chef d'Ennahda est entendu aujourd'hui par la justice tunisienne. Une nouvelle audition après celle de plusieurs cadres du parti, dont Hamadi Jebali, ancien chef du gouvernement. Pour les militants du parti qui n'ont pas hésité à donner de la voix pour soutenir leur chef, cette convocation est une mascarade dont le seul but est de discréditer le parti Ennahda et son président devenu la bête noire du président Sayed. Écoutez. Nous sommes ici pour soutenir Rached Ghannouchi car il y a une grande injustice contre cet homme. C'est le chef du mouvement Ennahda, mais avant cela le président du Parlement dissous. Il y a une tentative de mettre son nom dans une affaire avec laquelle il n'a rien à voir. Aujourd'hui, Rached Ghannouchi comparaît dans une affaire dont il n'a absolument rien à voir. Ennahda, de manière très réaliste, a fait quand même partie du paysage politique de ces 10 dernières années de manière continue, sans arrêt. Et donc c'est très facile d'en faire un bouc émissaire quand on veut diaboliser la décennie post-révolutionnaire et quand on veut identifier un ennemi et puis galvaniser aussi le peuple autour de cet ennemi-là, avec, je dirais, la collaboration d'une partie importante de l'élite politique et culturelle tunisienne et médiatique d'ailleurs. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une attaque contre les institutions de l'État dont nous avons voulu faire face aujourd'hui de manière pacifique. Nous sommes ici pour soutenir le leader du mouvement de manière pacifique. Nous appelons à l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne peut pas être un moyen de division politique. Le pouvoir judiciaire doit être juste et équitable. Nous appelons Kais Sayed à se présenter également devant la justice, mais nous savons bien qu'il refusera de le faire. Le ministère public avait ouvert le 27 juin dernier une enquête suite aux résultats d'investigations menées par la brigade antiterroriste de Bouchoucha contre d'anciens responsables de l'association, membres pour la plupart du parti Ennahda. Les enquêteurs ont fait part d'activités frauduleuses et de soupçons de financement via des fonds étrangers de personnes ou groupes de personnes en lien avec une activité terroriste. Le 5 juillet dernier, le juge d'instruction près le pôle judiciaire antiterroriste avait même adressé aux banques tunisiennes une note en vue du gel des comptes et avoirs des personnes en lien avec l'affaire. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, plusieurs individus font actuellement l'objet d'enquêtes dans le cadre de l'affaire Naama, dont un haut responsable politique et des cadres du parti islamiste. Alors que l'enquête suit son cours, plusieurs personnalités de l'opposition et membres de la société civile ont dénoncé une véritable chasse à l'homme contre ceux qui se sont opposés au chef de l'État et son coup de force du 25 juillet 2021. À l'approche du référendum portant projet d'une nouvelle constitution, jamais les tensions n'auront été aussi palpables entre un Kais Sayed bien déterminé à mener à terme son projet et une opposition déterminée à se faire entendre. Zone sur la guerre en Ukraine, que se passe-t-il dans le monde? La menace nucléaire pourrait-elle des États-Unis ou de la Russie? En avril 2022, le président Biden a révoqué la politique américaine de non-premier usage de l'arme nucléaire, donnant ainsi le feu vert aux États-Unis utiliser en premier l'arme nucléaire, comme ce fut le cas à Hiroshima et Nagasaki. Écoutons en extrait de l'émission Les Incorruptibles. Plutôt qu'un soubresaut de la guerre froide, un dernier soubresaut de la guerre froide, est-ce que ce conflit ne pourrait pas paradoxalement annoncer de nouveaux conflits futurs à travers la redéfinition d'un nouvel antagonisme entre la civilisation orientale d'une part, représentée par la Chine et la Russie,
et la civilisation occidentale qui serait représentée par les États-Unis et l'Union européenne? Alors, je pense qu'en fait, on est un peu plus loin que ce problème-là. Je pense qu'actuellement, on est dans ce que certains ont appelé, c'est probablement pas complètement faux, d'appeler ça le piège de Thucydide. C'est-à-dire que on a eu une Amérique, des États-Unis, qui, en 1991, était face à un monde d'où la menace soviétique avait été éliminée, où il venait de vaincre l'armée irakienne, qui était réputée la deuxième plus importante du monde, etc., etc. Donc il y a eu tout d'un coup, aux États-Unis, le sentiment d'une sorte de toute puissance et un sentiment finalement, il y avait la puissance économique, il y avait la puissance politique, il y avait la puissance militaire, il y avait pratiquement tous les ingrédients pour faire une vraie superpuissance qui pouvait du coup imposer sa volonté au reste du monde. Alors, et c'est le moment où on a la libéralisation de l'économie, les accords de l'OMC, etc. Et on a donc une économie, la globalisation de l'économie, etc., dont les États-Unis se sont faits, plus que les avocats, mais les moteurs, littéralement. Et à l'époque, certainement que les Américains ont joué ce rôle de moteur, un moteur sans doute utile, pour dynamiser le monde qui sortait de la guerre froide. Le problème est que, pour employer une formule un peu triviale, j'ai l'impression qu'ils ont un peu pris la grosse tête du coup. Et que la puissance qu'ils avaient leur a laissé penser qu'ils pouvaient se permettre un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Irak, avec les différentes invasions qui se sont multipliées, et les entreprises guerrières qui se sont multipliées entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000. Et là, les Américains sont presque à l'apogée de leur puissance politico-militaire ou stratégico-militaire, si vous voulez. Et puis, ces 15 dernières années, on a une montée lente de la Chine en tant que puissance économique, qui s'assortit automatiquement d'une forme d'influence, même si je pense que les Chinois ne cherchent pas à avoir une position hégémonique quelque part. Ce sont des commerciaux, sont des vendeurs, c'est comme ça qu'ils ont historiquement été dans tout le bassin pacifique, c'est des négociants, c'est des commerçants, c'est des gens qui sont industriels. Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique aux Anas 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale et Arlette Dorelas depuis Boston, les capitales des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui, immense chaleur dans la capitale des grandes universités du monde, 90 degrés Fahrenheit. Ah oui, et l'humidité ça fait mal, hein. Voilà, 32 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Jacmel, on peut aller sous les arbres pour prendre un peu de vent, un bon air, respirer un bon air sous les arbres. Mais pour Boston, même quand il y a des arbres, alors l'humidité, ça fait mal. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs. La radio évangélique aux Anas 102.3 FM. Pour aujourd'hui, je porte les baskets dans ma newsroom. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.